J'étais furieux parce que David Cassidy et moi parlons beaucoup de notre sobriété, et il m'a semblé qu'il était ivre, et j'étais colère. Et je suis tellement content de ne pas avoir réussi à le joindre parce que j'avais laissé un message de colère. Danny Bonaduzzi était autrefois le rouquin spirituel de la famille Partridge. Mais la dernière fois que Danny Bonaduz a parlé à la radio, les auditeurs pouvaient à peine le comprendre. Ses mots sortaient comme du carabia. Sa femme l'a trouvé train de dire des bêtises un matin et a appelé le 911. C'était le début de la fin. L'homme qui a autrefois assommé Donny Osmond a maintenant besoin d'aide pour descendre les escaliers. À 64 ans, après une opération au cerveau et une année de symptômes terrifiants, il est méconnaissable. Il a passé des décennies à se faire frapper dans des matchs de boxe de célébrités. Ses coups l'ont finalement rattrapé. Ce qui est arrivé à son cerveau a même choqué ses médecins. Danny Bonaduz est né le 13 août 1969 à Broomall, Pennsylvanie. Dès le moment où il est arrivé, sa vie a été remplie de douleurs. Son père, Joseph Bonaduz, était un scénariste de télévision à succès, mais derrière des portes closes, il était aussi un homme violent et amer. Danny a dit que son père le détestait depuis sa naissance. À mesure que Danny grandissait et commençait à briller à Hollywood, les abus ont empiré. Ce n'était pas seulement un tourment émotionnel, c'étaient des coups qui laissaient des ecchymoses visibles. Si visibles, fait que Shirley Jones, qui jouait sa mère dans la famille Partridge, remarquait souvent les dégâts sur son corps lorsqu'il arrivait sur le plateau. Elle n'était pas la seule Tolsaï. D'autres membres adultes de la distribution l'ont vu aussi, et au lieu de l'ignorer, ils sont intervenus. Les week-ends, ils invitaient Danny à rester avec eux, le sauvant discrètement d'une maison devenue un cauchemar. Pendant des années, Danny a cru qu'il était juste un enfant amusant avec qui tout le monde voulait passer du temps. Ce n'est que bien plus tard, regardant des émissions spéciales à la télévision, qu'il a réalisé la vérité. Il le protégeait. Shirley Jones a admis plus tard qu'il ne pouvait plus supporter de le voir souffrir. Ils ont fait ce que ses vrais parents n'ont jamais fait. Ils se souciaient de lui. L'entrée de Danny dans le show business s'est déroulée comme dans un film. Quand il avait seulement 4 ans, Elias a été repéré dans un café de Burbank par l'acteur Richard Chamberlain. Danny citait le philosophe Henry David Thoreau. Chamberlain s'est penché au-dessus de la cabine et a dit à sa mère « Madame, vous devriez emmener cet enfant chez un agent. » Et juste comme ça, la vie de Danny a changé. À 9 ans, il avait décroché un rôle dans Le problème avec les filles, avec Elvis Presley. Il se souvient encore d'avoir utilisé la salle de bain d'Elvis avec des robinets or, forme de jambes de femme. Lorsque le tournage s'est terminé, Elvis a offert à Danny une Cadillac miniature. Elle mesurait 1,5 mètre de long. À l'âge de 10 ans, Danny jouait déjà régulièrement la comédie. Il a rejoint la Screen Actors Guild à seulement 4 ans. Il a eu de petits rôles dans des séries comme Ma sorcière bien-aimée et Mayberry RFD. Dans un épisode de Ma sorcière bien-aimée, un chimpanzé l'a même mordu à la tête. Mais même si son CV d'acteur s'étoffait, il restait coincé dans une maison chaotique et dangereuse. 1969, il a décroché un rôle dans La maison hantée, une série écrite par son propre père, le même père qui l'avait maltraité. L'ironie était difficile à manquer. Son père écrivait des émissions de télévision familiale, tout détruisant sa propre famille coulisse. Au fur et à mesure que Danny attirait l'attention, son père devenait de plus rancunier. Ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était de la fureur. Et Danny ne pouvait pas lui échapper. Même au travail, l'ombre de son père le suivait. 1970, à l'âge de 11 ans, Danny a été choisi pour incarner Danny Partridge dans la famille Partridge. Il jouait le rôle du fils du milieu blagueur qui jouait de la basse dans le groupe familial fictif. L'émission lui rapportait 400 $ par semaine, soit environ 3000 $ monnaie actuelle. Chaque fois qu'il allait travailler, il était conduit devant des fans hurlant. Certains criaient « Ce n'est que Danny » lorsqu'ils réalisaient que ce n'était pas David Cassidy. Pourtant, Danny était train de devenir une star. Mais à la maison, les choses s'effondraient. Ses parents ont divorcé, 1972.
Il était au milieu de tout cela, essayant de s'accrocher à un emploi dont des millions d'enfants rêvaient tout vivant un cauchemar que la plupart ne pouvaient pas imaginer. À cette époque, Danny avait déjà commencé à consommer des drogues. À l'âge de 11 ans, il fumait de la marijuana et buvait des cocktails. Dans les coulisses de l'une des émissions les plus saines de la télévision, Danny sombrait. Le public voyait un rouquin insolent avec une basse, mais hors écran, il se noyait dans la douleur. Ses co-stars sont devenus une deuxième famille. Susan Day et David Cassidy le traitaient comme un petit frère. Mais toutes les relations n'étaient pas ça soit saine. Dave Madden, qui jouait le rôle de leur manager, a pris Danny sous son aile. Madden lui a appris à jouer aux cartes et à conduire une voiture, mais il l'a aussi initié aux vices des adultes, le tabac, l'alcool et le jeu. Pour Danny, c'était comme échanger un type de dysfonctionnement contre un autre. Madden lui a offert un abri pendant les pires moments, mais il l'a aussi entraîné plus profondément dans un monde d'adultes auquel Danny n'était pas prêt. L'émission a duré 4 saisons, de 1970 à 1974. Elle a rendu Danny célèbre, mais elle a aussi rendu sa vie familiale encore pire. Son père ne pouvait pas supporter le succès de son fils. Danny a dit un jour que son père n'avait montré que de l'animosité dès le premier jour. La célébrité n'a pas guéri ça. Elle l'a empiré. Joseph Bonadus avait travaillé sur des séries comme Bonanza, La famille des collines et Madame est servie, mais son propre fils était maintenant la star, et il détestait ça. La célébrité de Danny ne l'a pas protégé. Au contraire, elle l'a rendu plus vulnérable. Il était un enfant qui jouait dans des espaces d'adultes sous les projecteurs et sous la pression. Au moment où l'émission s'est terminée, Danny était déjà profondément dans la consommation de substances. Quand l'émission s'est terminée en 1975, Danny était un adolescent, mais il n'était plus le mignon rouquin dont les fans se souvenaient. Il se transformait, ce qu'il a décrit plus tard, comme un adolescent hideusement gros et ivre. Ce sont ses propres mots. Il a dit que sa carrière d'acteur était pratiquement morte à ce moment-là. Hollywood ne s'intéressait pas aux adolescents alcooliques surpoids, et il le savait. Il est passé du statut de non connu à celui d'indésirable total. Et c'est arrivé vite. Pas de déclin lent, pas de sortie gracieuse, juste disparu. Mais ce n'était même pas la partie la plus brutale. Des années plus tard, 1995, Bonaduzzi a dit quelque chose qui a stupéfié tout le monde. Il n'a pas blâmé le typecasting. Il n'a pas blâmé la malchance. Il s'est blâmé lui-même. Il a dit qu'il n'était tout simplement pas un bon acteur. Cette honnêteté a frappé plus fort que n'importe quel titre. Bien sûr, il avait toujours utilisé l'excuse que les gens ne voyaient lui que Danny Partridge, mais réalité, il croyait qu'il n'avait pas le talent nécessaire pour survivre dans l'industrie. Ce n'était pas seulement qu'il avait vieilli ou pris du poids. Même si rien de tout cela ne s'était produit, il ne pensait pas qu'il se serait sorti. Ce niveau de conscience de soi est presque inédit à Hollywood. Sa vie personnelle, c'était un désastre différent. Danny a commencé à fumer de la marijuana à seulement 11 ans. Les choses ont empiré à partir de là. Dans les années 1980, la cocaïne était sa principale drogue. 1985, il a été arrêté à Los Angeles pour possession de cocaïne. Et ce n'était pas n'importe quelle arrestation. Le National Enquirer l'a fait sortir de prison-échange d'une histoire exclusive. Sa douleur est devenue leur profit. Ses erreurs étaient maintenant du fourrage à tabloïd. Danny Bonadus a passé 20 ans enfermé dans un combat perdu d'avance contre l'alcool. Il a essayé de contrôler les drogues, mais l'alcool a toujours gagné. Il s'est qualifié de maniaque professionnel, rebondissant d'un épisode chaotique à l'autre. Sa vie est devenue une spirale constante. Crise de nerfs, arrestation et effondrement total. À un moment donné, il a vécu dans sa voiture pendant des années par intermittence. Les gens le voyaient et riaient disant « Et c'est le type de la famille Partridge », sans se rendre compte qu'il regardait passer quelqu'un de complètement détruit par la dépendance. Les choses ont empiré, bien pire.
Le 31 mars 1991, tout a explosé. Bonadus, qui travaillait alors comme DJ à Phoenix, s'est violemment battu avec une prostituée travestie nommée Darius Barney. Cela a commencé par un échange de 20 $ pour une fellation, puis s'est intensifié lorsque Barney a révélé qu'il était un homme. Bonadus a craqué. Il a exigé son argent, puis a battu Barney si violemment qu'il a eu besoin d'une chirurgie reconstructive. Bonadus a fui les lieux dans sa Camaro, traversant les rues de Phoenix à toute vitesse, avec des voitures de police et un hélicoptère à ses trousses. Les policiers l'ont trouvé caché nu sous un tas de vêtements dans un placard de son condo du centre-ville. Sa femme a laissé entrer les policiers. Les accusations étaient brutales. Fuite criminelle, agression avec circonstances aggravantes et vol qualifié avec violence. Il risquait jusqu'à 8 ans de prison et 150 000 $ d'amende. Il a été libéré sous caution de 8 400 $ et a essayé de se défendre disant qu'il essayait juste d'aider quelqu'un qui s'était affaissé contre un mur. Mais la police avait 2 versions très différentes et aucune ne lui était favorable. Juillet 1991, il a conclu un accord. L'accusation de vol a été abandonnée. Il a plaidé coupable de mise en danger et n'a pas contesté l'accusation d'agression. Il a écopé d'une peine de prison de 90 jours avec sursis, a été condamné à effectuer des centaines d'heures de travaux d'intérêt général et a dû verser 4 500 $ de dommages et intérêts pour les frais médicaux. Il a également perdu son emploi. Et comme il était déjà probation à la suite d'une affaire de cocaïne Floride, cette cascade a failli lui causer encore plus de problèmes. Après Phoenix, sa vie a pris une tournure encore plus bizarre. Il est devenu tellement désespéré qu'il a commencé à parcourir le pays faisant des cascades caritatives pour des stations de radio. C'est Jonathan Brandmeier de Chicago qui a eu l'idée premier. Faire apparaître Bonadus comme un pauvre type dans le besoin pour collecter de la nourriture pour une œuvre de bienfaisance. Cela a fonctionné. Les auditeurs ont adoré le spectacle. D'autres stations de radio ont copié l'idée. Bonadus a si bien joué le rôle qu'il a fait une activité secondaire tordue. Il est devenu une victime professionnelle, une chute de plaisanterie ambulante, une célébrité brisée qui pouvait pleurer sur cul, mendier de l'aide et toujours faire rire les gens. Entre 1994 et 1996, il a animé le Danny Bonadus Show à Chicago. C'est là qu'il est vraiment devenu plus qu'un ancien enfant de la télévision. Il parlait vite, abordait des sujets pointus et établissait un lien profond avec les auditeurs. Il a transformé le désordre de sa vie quelque chose auquel les gens pouvaient s'identifier. 1995, il a même lancé un talk show télévisé appelé Danny, avec des invités de la famille Partridge lors du premier épisode. À un moment donné, il faisait la navette entre Chicago et Détroit chaque semaine, animant des émissions matinales dans une ville et des émissions d'après-midi dans l'autre. C'était épuisant, mais cela montrait à quel point il était sérieux au sujet de la réussite de cette deuxième chance. 1998, il a eu une chance à New York chez Big Son Funk. Puis, il y a eu d'autres émissions à Los Angeles, dans d'autres villes, plus de drames. Mais le véritable tournant, le calme après la tempête, est arrivé 2011. C'est à ce moment-là qu'il a déménagé à Seattle et a rejoint 102.5 KOK FM. Pour une fois, les choses se sont stabilisées. Il a co-animé l'émission matinale avec Sarah et y est resté pendant 12 ans. Pendant plus de 3 décennies, il a travaillé dans presque tous les grands marchés américains, Los Angeles, Philadelphie, Chicago, Détroit, New York, Phoenix et Seattle. Il a rejoint l'Adam Carolla Show 2007 et a célébré 1 an de sobriété la même année. 2008, il a même eu sa propre émission solo, diffusant Bonadus. Cela s'est terminé 2009, mais la diffusion avait déjà prouvé quelque chose d'important. Danny Bonadus a réussi à la radio non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était réel. Il ne prétendait pas être meilleur que quiconque. Il s'est appuyé sur le désordre et cela a fonctionné. Quand il a pris sa retraite, il a dit « Je suis le gars le plus chanceux du monde du divertissement ». Il n'exagérait pas.
De son adhésion au syndicat des acteurs à l'âge de 3 ans à sa retraite 60 ans plus tard, il n'a jamais cessé de trouver un moyen de rester dans le jeu. Son histoire est désordonnée, bruyante, parfois sombre, mais surtout, elle est honnête. Et c'est pourquoi la vie de P.E. Danny Bonadus a attiré l'attention nationale d'une manière que personne n'aurait pu prédire lors de l'émission Oprah Winfrey. Assis là devant un public de jour, il s'est ouvert sur le fait de passer du statut de star adolescente à celui de sans-abri vivant dans sa voiture derrière le théâtre chinois de Man. Cela a choqué des millions de personnes. Quelques semaines auparavant, le National Enquirer avait crié un titre brutal. Danny Bonadus meurt de faim. Les gens ont soudainement réalisé à quel point les choses avaient même assez mal tourné. L'attention des médias était une arme à double tranchant. D'une part, elle a apporté de l'aide et de l'attention. D'autre part, elle a transformé sa douleur divertissement à sensation. Cette interview d'Oprah a ouvert les vannes. Danny a continué à partager ses luttes dans des talk-shows et des émissions de télé-réalité. Sa vie se transformant lentement un produit, tout a atteint son point d'ébullition des années plus tard avec Breaking Bonadus, où rien, absolument rien, n'était interdit. Mais cette première apparition dans l'émission d'Oprah a rendu la douleur réelle et publique. Puis est venue Gretchen. Danny l'a rencontrée le 4 novembre 1990 lors d'un rendez-vous à l'aveugle. À la fin de la journée, ils étaient mariés. Juste comme ça, leur décision éclair s'est transformée en un mariage de 16 ans. Ils ont eu 2 enfants, Dante et Isabella. Mais coulisses, c'était le chaos. Drogue, rage, dépendance. Gretchen a passé des années à essayer de maintenir la famille unie, à le couvrir, à trouver des excuses. Finalement, elle a atteint sa limite. Dans son livre de 2019, Surviving Agent Orange, elle a décrit des moments d'horreur, comme la fois où Danny l'a presque renversé avec sa voiture alors qu'il était défoncé et qu'il essayait de partir pour se procurer de la drogue. Elle a dit plus tard qu'elle s'était rendue compte très tôt que lorsqu'il buvait et prenait de la drogue, même temps, il perdait complètement le contrôle. Elle devait rationner son argent et tout contrôler, sinon les choses devenaient dangereuses. Leur mariage s'est officiellement terminé 2007. Cela a coûté à Danny plus de 3 millions de dollars et a laissé de profondes cicatrices émotionnelles dont même lui ne pouvait plus plaisanter. Il a utilisé cette expérience pour avertir les autres, surtout lorsqu'il s'est remarié, de signer un contrat prénuptial. 2001, Danny a publié son autobiographie Random Acts of Badness, My Story. Elle comptait près de 300 pages et n'épargnait aucun détail. Il a écrit sur les coups que lui et ses frères ont reçus de leur père, Joe Bonaducci, qui était un scénariste de sitcom bien connu. Il y avait une conne histoire où son père a cassé une chaise bois sur la tête d'Anthony. Anthony a répondu battant leur père à mort. Danny a dit que son père lui avait dit un jour qu'il était un qui avait eu un coup de chance et qu'il n'avait jamais assez aimé Danny pour le frapper. Cette phrase est restée gravée. Après la fin de la famille Partridge, 1974, Danny est tombé de haut. Pas d'argent, pas de maison. Il dormait dans sa voiture derrière le théâtre de Man. Chaque matin, il marchait parmi les touristes, faisant semblant d'appartenir encore à Hollywood alors qu'il n'avait aucune idée que leur star d'enfance était à quelques pas, sans abri et brisé. Puis est venue l'émission qui est allée trop loin, Breaking Bonadus. VH1 l'a lancé 2005. C'était cru, laid et réel. L'émission a été diffusée pendant un peu plus d'1 an, mais ce qu'elle a capturé, c'est le dénouement complet de Danny. Les téléspectateurs ont vu sa consommation de drogue, son comportement sauvage et ses tentatives de reconstruire son corps à l'aide de drogues améliorant la performance. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Un épisode a montré Danny s'enfermant dans la salle de bain et se coupant les poignets avec un rasoir. Il a essayé de finir devant la caméra. Au lieu d'arrêter les caméras, les producteurs lui auraient dit de continuer. L'émission est devenue plus qu'une émission de télé-réalité et c'était un effondrement public. Son mariage avec Gretchen s'est désintégré devant des millions de personnes.
Des amis qui le connaissaient depuis des années ont dit qu'ils ne le reconnaissaient même plus. L'émission s'est terminée 2006, mais les dégâts étaient faits. Variety a qualifié l'émission de tellement troublante qu'elle vous donne envie de prendre une douche juste la regardant. 1994, Danny Bonaides a fait un geste que personne n'attendait. Il est entré dans le monde de la lutte professionnelle. Ce n'était pas une blague ou un coup de publicité rapide. Il s'est entraîné sérieusement et s'est investi à fond. Son premier match n'était même pas à la télévision. C'était un match sombre contre Christopher Knight. Oui, Peter Brady, de la famille Brady. Il s'est tenu avant un événement à Chicago. Il était destiné à promouvoir une émission de radio locale et seul le public présent a pu le voir. Pendant des années, les fans ont cru que les images étaient perdues à jamais. Puis, 2024, un rare enregistrement d'un fan est finalement apparu. Cet étrange match n'était pas seulement un divertissement. C'était la façon dont Bonadus prouvait qu'il n'était pas qu'une ancienne star pour enfants usés. Il voulait que les gens le voient comme quelqu'un de dur, d'imprévisible et prêt à risquer son corps pour de vrai. Mais la lutte n'était que le début. Danny avait passé des années à s'entraîner aux arts martiaux. Il détenait des ceintures noires Okinawan, Chainan Ryu, Taekwondo, Tokyo Ryu et Chien Ryu. Il s'est entraîné sous la direction de Chuck Norris lui-même. Pendant plus de 2 décennies, Bonaduzzi a étudié le Tang Soo Do américain auprès de Bob Burbage, une ceinture noire de Norris. Il n'était pas qu'une autre célébrité donnant des coups de poing pour le plaisir. Il avait de vraies compétences. 1980 et 1981, il a remporté des championnats internationaux. Et quand la boxe de célébrité est devenue une tendance, Danny n'a pas seulement joué le jeu. Le 17 janvier 1995, il a affronté Donny Osmond au China Club de Chicago. On a fait la promotion comme étant le thriller à la vanille. Bonadus a également abattu Barry Williams, Greg Brady dans un autre combat largement regardé. Ce ne sont pas des victoires chanceuses. Son expérience arts martiaux lui a donné un avantage majeur. Il est même apparu 8 fois sur Chips tant qu'artiste martial. Chaque coup de poing qu'il lançait était appuyé par des années d'entraînement. Puis est venu l'un des moments les plus fous de sa vie publique. Le 2 octobre 2007, lors de la remise des prix des chaînes de télé-réalité de Fox, la star de télé-réalité, Johnny Fairplay, a sauté dans les bras de Dan Yunke sur scène. Cela ressemblait à une blague bizarre jusqu'à ce que cela devienne sérieux. Bonadus l'a jeté par-dessus sa tête et Fairplay a atterri le visage le premier sur la scène. 4 dents de devant étaient parties. Sa mâchoire était brisée. Les images étaient brutales. Fairplay est resté immobile tandis que Bonadus se pavanait absorbant les applaudissements. Fairplay était censé revenir à Survivor seulement 8 jours plus tard. Au lieu de cela, il se remettait des blessures qui allaient ruiner son retour. Alexis Arquette s'est levé lors de l'événement et a interpellé Bonadus, l'attribuant à une rage alcoolique. Ce moment est devenu une légende de la télé-réalité. Les problèmes juridiques ont suivi rapidement. Certains s'attendaient à ce que Bonadus fasse face à des accusations criminelles, mais le procureur du district de Los Angeles ne l'a pas vu de cette façon. Ils ont jugé que Fairplay avait sauté sur Bonadus et avait agi d'une manière offensive. Le procureur de district a qualifié cela de légitime défense. Cela a mis fin au côté criminel des choses, mais une poursuite civile a suivi. Fairplay l'a poursuivi mars 2008. Il a accusé Bonadus de coups et blessures, de détresse émotionnelle, etc. Il a également poursuivi le lieu et la chaîne de télévision. Les dommages étaient graves. 15 heures de chirurgie, 4 traitements de canal et une mâchoire reconstruite. L'affaire s'est terminée par un règlement privé. Personne n'a jamais révélé combien cela a coûté. Le combat le plus dangereux de la carrière de Bonadus a eu lieu 2009. Le 24 janvier, il a boxé José Conco, une ancienne star du baseball et un homme beaucoup plus grand. Le combat a eu lieu à Aston, Pennsylvanie.
Bonadus mesurait 1,69 m. Kanko mesurait 1,93 m. Pendant l'entraînement, Bonadus a dit qu'il savait que c'était sans espoir. Il ne pouvait même pas atteindre correctement le corps de Kanko. Pourtant, il a réussi à tenir les 3 rounds. Kanko a porté des coups durs au premier et troisième round, mais Bonadussi n'est pas tombé. Le match s'est terminé par un match nul majoritaire. Seules 1500 personnes environ se sont présentées et la plupart sont parties avant que le résultat ne soit lu. Danny Bonadus a rencontré Amy Railsback dans un Starbucks à Los Angeles, avril 2007. Il avait 48 ans, une ancienne star pour enfants avec un passé chaotique. Elle avait 28 ans, une enseignante suppléante. C'était une rencontre aléatoire, mais quelque chose a cliqué. Elle avait 23 ans de moins que lui, était calme et stable, le contraire de ses relations précédentes. Ils sont sortis ensemble pendant plus de 3 ans. Mars 2009, il a fait sa demande de mariage avec une bague de crâne et d'os croisés, un symbole parfait de sa personnalité audacieuse. Le 22 novembre 2010, ils se sont mariés au Four Seasons de Maui. C'était un mariage privé. Pour Danny, c'était son 3e mariage. Pour Amy, c'était son premier. Il avait 51 ans. Elle a abandonné l'enseignement et est devenue sa gérante à temps plein, dirigeant sa société Gravelton Tones Productions, Inc. Ce n'était pas juste une autre relation, c'était un tournant. Avec Amy, Danny a trouvé quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment eu. La stabilité. 7 ans après le mariage, cette stabilité s'est transformée en quelque chose d'encore plus puissant. Amy l'a aidé à briser un cycle de 20 ans de dépendance à l'alcool. Le signal d'alarme est venu lors d'une croisière Espagne. Danny buvait de la bière et mangeait une tarte directement dans la boîte à 11 heures du matin. Amy l'a regardé et lui a demandé « Est-ce que vraiment comme ça que tu veux que les gens se souviennent de toi, le gros type ivre à la télévision? » Cette question l'a frappé de plein fouet. C'était un grand moment. Danny avait déjà arrêté la drogue 10 ans plus tôt. Il avait réussi à éviter la prison pour possession et agression grâce à des accords de plaidoyer, mais l'alcool était toujours un problème. Il pensait que quelques bières ne feraient pas de mal. Il avait tort. L'honnêteté d'Amy l'a poussé à agir. Il s'est inscrit cure de désintoxication, mais a continué à travailler, co-animant son émission de radio à Los Angeles et The Other Half. Amy, tant que sa femme et sa gérante, s'est assurée qu'il restait sur la bonne voie. Elle l'a fait avancer personnellement et professionnellement. Des années plus tôt, quelqu'un d'autre avait également essayé de l'aider. David Cassidy. Mars 1991. Alors que Danny était au plus bas, Cassidy l'a appelé. Il a offert à Danny une place première partie de sa tournée de concert. Mais il y avait des règles strictes. Pas d'alcool, pas de drogue, pas de femmes. À l'époque, c'était tout le style de vie de Dan Yankee. Il avait été condamné à une probation l'année précédente pour possession de crack Floride. Au début, il a dit non. Il ne pouvait pas imaginer vivre de cette façon. Mais Cassidy n'a pas abandonné. Il a dit à Danny « Tu devrais faire partie de la blague, pas devenir la blague. » Cela l'a marqué. Finalement, il a accepté. C'était la première fois qu'il faisait du stand-up et c'était terrifiant, mais cela a tout changé. La tournée a ouvert la porte à des entrevues à la radio qui se sont transformées en offres d'emploi. C'est ainsi que la carrière radiophonique de Dan Yankee a commencé. L'aide de Cassidy est venue premier. L'aide d'Amy est venue plus tard, mais les deux moments ont compté. L'un lui a donné une deuxième chance dans sa carrière. L'autre lui a donné une deuxième chance dans sa vie. Puis est venue la crise de santé. Avril 2022, Amy a remarqué quelque chose d'étrange. Le discours de Dan Yankee n'avait pas de sens. Il essayait de parler, mais les mots sortaient comme du charabia. Elle a appelé une ambulance. Il avait 63 ans et a été transporté d'urgence à l'hôpital. Il y est resté pendant 5 jours, se souvenant à peine de quoi que ce soit. Les médecins soupçonnaient un accident vasculaire cérébral. Son père avait également subi un. Mais après plusieurs scans cérébraux et tests neurologiques, ils l'ont écarté. Pourtant, personne ne pouvait expliquer ce qui se passait. Il ne pouvait pas marcher sans aide.
Son équilibre était si mauvais qu'il avait peur de ses propres escaliers. Il pouvait à peine parler. Ses mots sortaient indistincts ou confus. C'était terrifiant. Il se sentait piégé dans son propre corps, incertain de ce qui n'allait pas ou de comment y remédier. Ce séjour de 5 jours à l'hôpital n'était que le début. Pendant l'année suivante, sa vie est de ceci devenue un flou de visite chez le médecin. Il a consulté plus de 100 spécialistes. Un mardi, il a eu 5 rendez-vous médicaux une seule journée. Toujours pas de réponse. Ses symptômes ont continué à s'aggraver. Sa vie s'est réduite à parler à des médecins pendant que son corps le laissait tomber. Finalement, mars 2023, il a obtenu un diagnostic. Hydrophilie. C'est une condition où le liquide céphalorachidien s'accumule dans le cerveau, causant une pression. Cela expliquait tout, ses problèmes d'élocution, ses problèmes d'équilibre, la peur, la faiblesse, mais cela signifiait aussi qu'il avait besoin d'une chirurgie cérébrale. L'hydrophilie est souvent confondue avec d'autres troubles comme la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Fait, jusqu'à 1 million de personnes aux États-Unis pourraient être atteintes, mais moins de 20% sont correctement diagnostiquées. Dans le cas de Danny, les médecins pensent qu'elle est probablement causée par des années de traumatisme crânien. Ces matchs de lutte, de boxe de célébrité, même le fait de recevoir des guitares au visage, tout cela avait causé plus de dégâts qu'il ne le réalisait. Les 3 principaux symptômes de la condition, la difficulté à marcher, la perte de mémoire et les problèmes de vessie correspondent à ce qu'il traversait. La recherche montre qu'environ 18% des boxeurs développent des problèmes cérébraux à cause de traumatismes répétés. Danny est devenu l'un d'eux. Le 5 juin 2023, Danny Bonadus a été conduit chirurgie, sachant que cela pourrait être son dernier moment de vie. L'opération a duré 2 heures et n'était pas seulement compliquée, elle lui a sauvé la vie. Les médecins avaient découvert qu'il avait une hydrophilie, une condition où du liquide s'accumule à l'intérieur du cerveau, causant une pression qui peut endommager les tissus ou même vous tuer. Pendant des mois, cette condition l'avait attaqué silence. Il avait des problèmes d'équilibre et de pensée claire, et les auditeurs de son émission de radio avaient commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. La chirurgie impliquait de placer un appareil appelé shunt VIP dans son cerveau. C'est un minuscule tube avec une valve unidirectionnelle qui draine le liquide de son cerveau vers son estomac ou le corps. Peut l'absorber toute sécurité. Pour ce faire, les chirurgiens ont dû percer son crâne et enfiler soigneusement le shunt à travers son cerveau. Un faux mouvement aurait pu tout gâcher, mais ils ont réussi. Quelques heures plus tard, Danny s'est réveillé et la première chose qu'il a dite au monde était « J'ai vécu, salope ». C'était bruyant, audacieux et totalement lui. Cette courte phrase est devenue virale, choquant les fans qui n'avaient pas réalisé à quel point il était proche de la mort. Derrière la blague se cachait un réel sentiment de soulagement et d'émotion brute. Il avait regardé la mort face et était sorti. Il a admis plus tard que les médecins l'avaient averti de risques graves comme des infections, des saignements ou la défaillance complète du shunt, mais il s'est sorti. L'opération a peut-être sauvé sa vie, mais elle a également marqué la fin d'un chapitre. Décembre 2023, seulement 6 mois plus tard, Danny a annoncé qu'il prenait sa retraite de son émission de radio à Seattle. Il était à l'antenne depuis 2011. Construisant une forte connexion avec les auditeurs qui suivaient ses histoires folles, son honnêteté et son humour. Mais la vérité était difficile à ignorer. Sa santé changeait rapidement. Son élocution était plus lente et parler pendant de longues périodes devenait plus difficile. Même s'il aimait le travail, il savait qu'il était temps d'arrêter. Son émission finale était émouvante. Les appelants l'ont remercié d'être réel au sujet de ses luttes contre la dépendance, la célébrité et les relations. Ce n'était pas seulement la radio pour eux, c'était du réconfort, de la compagnie et la vérité. Se aller signifiait également perdre un revenu stable à 64 ans, et cela ajoutait du stress à une situation déjà difficile.
Puis est venu un autre grand changement. Danny a fait ses valises et a déménagé de Seattle à Palm Springs. Il a gardé un condo à Seattle pour les souvenirs, mais il avait besoin d'un endroit mieux adapté à la guérison. Palm Springs avait ce que ses médecins recommandaient, un air chaud et sec et un accès à de bons soins médicaux. C'était un endroit connu pour le repos et la guérison, surtout pour les patients plus âgés ou ceux atteints de maladies de longue durée. Mais le déménagement n'a pas été facile. Il a dû laisser derrière lui la ville où il avait reconstruit sa vie. Et bien que Palm Springs lui ait donné du soleil, cela signifiait aussi l'isolement. Il était maintenant loin des amis et des collègues qui l'avaient soutenu dans les moments difficiles. Le plus difficile, admettre à quel point son corps avait changé. « Je ne courrai plus jamais sur piste ou ne boxerai plus », a-t-il dit. « Mais si je peux aller à la cuisine par moi-même, bravo ». Pour Danny, ce n'était pas une blague, c'était sa nouvelle réalité.